Pour commencer, bonne année à tous, ça va être la première vidéo de l'année, donc du coup le risque de sortir au début janvier. De ce fait, janvier 2025, donc je vous souhaite une excellente année 2025, que vous puissiez mener tous vos projets à bout et bénéficier du maximum possible de production solaire, puisque en l'occurrence on est sur une chaîne qui parle principalement de ça. Mais je vais commencer cette année justement avec une vidéo dédiée à un sujet qui me tenait à cœur, pour lequel j'avais déjà fait une précédente version qui était basée sur la version 5 de l'Envoy. Désormais, je suis sur la version 7, enfin 7 point quelque chose dans mon cas précis, puisque je tourne encore du matériel très ancien. Je répète, j'ai du matériel très ancien à la maison, donc des M215 principalement, ce qui fait que le rythme de déploiement des firmware sur ma passerelle, donc ma passerelle Envoy, et passe vraiment dans les derniers de la liste, puisqu'ils sont obligés de faire des tests de rétrocompatibilité en continu, et pour être sûr que leur patch ou que leur mise à jour en fait fonctionne sur du vieux matériel, vu que c'est garanti pendant plus de 10 ans. Donc du coup, je suis passé donc à la version 7 ces derniers temps, donc ça devait être 4e trimestre 2024. Et depuis, j'avais laissé tomber un peu l'histoire de Home Assistant, j'avais joué un peu, et puis quand c'est passé en version 7, du coup, ça marchait plus, parce que moi, c'était une intégration version 5. Donc du coup, j'ai laissé couler, j'ai laissé tomber le truc, j'ai éteint la machine, et puis j'ai laissé ça de côté. De toute façon, j'avais un intérêt particulier de passer sur une installation différente de ce que j'avais fait, qui était basée sur un Raspberry Pi, et de passer sur quelque chose de beaucoup plus pas professionnel, mais un peu plus durable dans le temps, principalement basé sur une solution de virtualisation qui s'appelle Proxmox. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que justement la solution est fonctionnelle comme vous le voyez là, et on verra un peu comment arriver à ces différents écrans, pas les faire tous non plus, mais comment arriver à ce type de présentation où on voit ici qu'on a une présentation dynamique. Donc c'est exactement en ce moment, panneau par panneau, j'ai une vision de la production instantanée de chaque panneau. Ici, j'ai une vision instantanée, agrégée, cette fois de chaque groupe de panneaux, donc en faisant des petits groupements qu'on retrouve ici, avec une capacité de visualisation, d'historisation dans cet écran-là sur 48 heures. L'intérêt étant de pouvoir voir si on a des courbes de production, et là on voit qu'hier c'était pas folichon, donc la production a été au max à 830 watts, ce qui est vraiment pas terrible. Mais ensuite de pouvoir passer sur ce genre de visualisation, donc là j'ai intégré EcoJoco. Donc ça c'est une vue avec le capteur EcoJoco, pour ensuite pouvoir faire des choses comme ça aussi au niveau de la batterie. Donc là on a la vision de l'extraction, donc la décharge des batteries, donc de mes 2 blocs batteries en dynamique, et puis ensuite avec une visualisation directement dans le temps, donc sur 48 heures si je me souviens. Donc tout ça, c'est quelque chose d'intéressant, sachant qu'au passage, avec la possibilité d'utiliser EcoJoco, j'ai aussi pu aller un peu plus dans ce détail-là, c'est-à-dire de mettre sur la journée, cette fois-là, un écran de combien j'en suis à production, combien j'ai exporté, combien j'importe et combien j'ai consommé. Donc voilà un peu l'objectif final. On n'ira pas au détail de ça, parce que là, en l'occurrence, pour ça, il faudrait le capteur EcoJoco, donc ce sera peut-être une autre vidéo. Pour commencer, j'ai choisi, comme je l'ai dit, l'installation de Home Assistant sur un appareil donc configuré avec une solution qui s'appelle Proxmox, qui est une solution de virtualisation. Je passerai les détails d'installation de Proxmox, parce que de ça, il y en a des documentations à tire-larigot. N'étant pas plus expert du sujet que ceux qui ont déjà partagé les documentations, autant utiliser les leurs pour ce faire. Donc vous cherchez Proxmox installation, et vous aurez une documentation qui est très bien faite, qui est principalement basée sur ce genre d'installation de source, qui est la configuration après. Donc je vous laisserai rechercher. On va faire donc l'installation sur Proxmox en suivant cette méthodologie, donc l'installation de Home Assistant sur un appareil donc configuré en Proxmox. Mais l'appareil en lui-même, eux ils parlent de Tiny, donc des mini PC. Moi je suis parti sur une solution exactement similaire, donc j'ai pris aussi un mini PC. En l'occurrence, j'ai pris ce modèle-là, donc le Tiny, donc le Lenovo ThinkCenter M720Q, qui est donc un Tiny, donc un format exactement tel que le montre la photo qui est ici, c'est exactement ça d'ailleurs.
Donc d'ailleurs, on voit sur cette photo l'installation qui est en production chez moi. Donc on a bien un mini PC. Après, j'ai une solution de stockage qui est donc basée sur un Synology. Donc ils sont connectés sur un petit switch qui est ici, qui permet de pouvoir tourner tout en gigabits, ce qui est idéal pour ce genre de système, parce que là, je peux faire de la sauvegarde programmée directement de ça vers ça. Pourquoi j'ai pris cet appareil, donc pourquoi j'ai pris ce modèle-là précisément, c'est parce que ce modèle-là a un petit avantage, comme le montre cette photo. Il y a tout un détail sur le démontage de cet appareil. Déjà, il est en USB-C pour certains usages, USB-A, USB-C, mais aussi, surtout, on a ici un logement sur le haut qui permet de rajouter un disque secondaire. Donc moi, j'ai un disque de 1 Tera qui est ici, qui permet de mettre les images, donc le système de gestion des machines virtuelles. Et à l'intérieur, en dessous, on a la possibilité bien sûr de mettre à jour des barrettes de RAM. Donc cette machine supporte jusqu'à 32 Go de RAM, qui est, pour être honnête, largement suffisant par rapport à ce que j'ai besoin, en tout cas par rapport à ce qu'on a besoin dans Home Assistant. Puisqu'en l'occurrence, la machine qui doit tourner Home Assistant tourne à 6 Go ou 8. Je ne sais plus combien j'ai paramétré, mais en tout cas, la config de base, je crois que c'est 6. Donc avec 16, moi j'ai 16 Go aujourd'hui, c'est largement suffisant. Ça fait 2 barrettes de 8, ça se trouve à pas cher sur le net, donc il n'y a aucun problème pour ça. Mais le deuxième intérêt, c'est cette petite visualisation-là, donc celle-là, qui correspond à la mise en place d'un disque format NVMe. Donc c'est ce qu'on voit là. Et le format NVMe permet d'avoir un disque principal. Donc ça, c'est un format extrêmement rapide, c'est plus rapide que le SSD en termes de communication, en termes d'échange. Ce qui permet de pouvoir mettre le système Proxmox sur ce disque-là qui sera installé. Donc moi c'est un petit, c'est un disque de 256 Go, mais au moins tout le système et toute la virtualisation tourne là-dessus. Et le jeu de données, par contre, donc les images des machines virtuelles vont être stockées sur ce disque. Après, les backups sont envoyés justement sur ce que je vous disais, sur le Synology. Donc c'est un montage qui est assez standard dans le monde de la virtualisation, mais l'avantage c'est que cette petite machine permet de faire ça. Et on en trouve vraiment beaucoup. Moi, j'ai pris ça sur le Bon Coin. Je vais pas faire de pub pour eux, ils n'ont pas besoin de moi. Mais j'ai pris ça sur le Bon Coin, en l'occurrence, en cherchant régulièrement ce modèle. Et on en trouve un peu à tous les prix. Donc, on voit, on a 200, on a 160, on a des modèles qui sont à 120. Vu que ce sont des modèles qui ne sont plus produits aujourd'hui, c'est quasiment que de la récup, que de l'occasion. Mais ce sont des matériels qui ont été achetés beaucoup par les entreprises et que les entreprises sont obligées de passer sur des versions récentes, donc des versions plus moderne pour pouvoir supporter Windows 11, ce que cette machine officiellement ne permet pas. Donc du coup, et vu qu'elle n'est plus produite, donc du coup beaucoup de professionnels revendent ces matériels, donc il y en a pas mal en occasion qui sont disponibles. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, donc moi j'ai pris celui-là. Après il y a bien sûr d'autres équivalents. Après vous n'êtes pas obligé non plus de passer sur ce modèle, donc d'utiliser ce système à double disque. Une petite bête simple, comme le montre d'ailleurs la documentation, donc la visualisation ici, permet aussi de faire la même chose. Il suffit d'avoir un disque SSD à l'intérieur. Par contre, oui, le disque SSD vraiment largement recommandé, et puis de la RAM, de la mémoire vive suffisante pour pouvoir justement faire tourner les machines virtuelles à l'intérieur. Donc au minimum 16 Go me semble largement confortable pour ça. Une machine aussi qui supporte le gigabit en termes de connexion, donc en termes de capacité réseau, me semble aussi assez fortement recommandé. C'est pas du matériel à utiliser en Wi-Fi, vraiment je le déconseille fortement ça par contre, même s'ils sont compatibles Wi-Fi. C'est pas du tout adapté parce qu'en fait ça va utiliser beaucoup de réseaux vu que les capteurs vont remonter tout au niveau de la machine virtuelle pour récupérer en dynamique, voire toutes les X secondes, les informations provenant des différents devices que vous avez sur votre réseau. N'utilisez pas le Wi-Fi, vous allez complètement le saturer pour ça, ce serait complètement, c'est anti-productif quoi. Donc faut vraiment plutôt viser une connexion directe sur votre box. Ou si vous avez comme moi donc dans votre garage une connexion sur un switch qui serait un switch gigabit proche si possible du système de stockage, ce qui permet aussi de ne pas saturer la box lors des backups si vous en faites régulièrement. Donc voilà un peu l'idée. Donc on va quand même partir simplement donc l'installation de Proxmox d'ailleurs expliqué ici, donc je vous laisserai regarder. Moi ce qui m'intéresse c'est cette partie là qui permet de déployer donc Home Assistant.
Le côté très pratique, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de se casser plus la tête que ça, dans le sens où des personnes l'ont fait pour nous. Merci à eux d'ailleurs, hein, vraiment, parce que ils nous font gagner énormément de temps via ce site-là, donc qui est un site GitHub, donc c'est une communauté qui est derrière, qui ont développé tout un tas de scripts suivant les problématiques ou suivant les souhaits qu'on veut faire. Donc comme vous voyez ici, on a la possibilité dans le menu de choisir Home Assistant, et dans Home Assistant, on trouve différentes options, donc Assistant Conteneur LXC, Assistant Core LXC, donc ça, ce ne sont pas des modèles qu'on va utiliser. Le Core LXC, c'est, on va dire, un équivalent de système de virtualisation par containerisation. C'est pas du tout la solution que je vais prendre, parce qu'en l'occurrence, moi je préfère une VM. La notion d'utilisation de la containerisation est intéressante dans certains cas. Dans celle-là, j'en suis pas convaincu, donc moi je vais plutôt prendre la troisième, qui est la Home Assistant OS, et c'est celle justement qui tourne aujourd'hui, c'est cette machine-là. Donc pour faire ça, en suivant la doc qu'on a là, Home Assistant VM, c'est exactement ce que vous explique d'ailleurs cette documentation. On voit que quand on prend ça, on a juste une petite présentation de l'objectif. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir une surpasse, donc un volume de disque disponible sur le Proxmox de 32 Go minimum, avec 1 Tera on est large. Et ensuite, il vous explique 2-3 trucs, mais surtout, voilà ce que les paramètres vont être à la fin. Donc, on va avoir un disque de 32 Go, 2 vCPU vont être utilisés et 4 Go de RAM vont être consommés. Donc, du coup, ça, il faut un minimum de ça. C'est pour ça que je vous parlais de 16. Avec 16, vous êtes plutôt large. Vous avez juste à prendre cette ligne-là, donc c'est cette petite commande, qui va simplement faire un bash, donc exécuter une commande depuis Proxmox pour récupérer le shell, donc le script shell qui a été déployé et qui est disponible sur la plateforme, donc GitHub, proposé par cette communauté derrière. Donc, rien d'autre à faire, on voit que ça s'arrête assez rapidement ici. Hein. Donc, on va simplement, comme l'explique ici, on va passer par ce script automatiquement 2 Go, 4 Go de RAM, exactement, suffisant, il continuera, blablabla, il va s'afficher. Donc là, vous avez exactement l'explication de ce que je vous explique. Et pour faire ça, on va simplement dans Proxmox, on se met à la racine de Proxmox, et on a ici la possibilité de demander un shell. Demander un shell, ça va nous donner la main sur, justement, une commande. Donc, par exemple, si je fais ls, chroot, ls, et là, justement, je me retrouve, c'est des routes, on se retrouve justement à la partie disque. Donc, on a vraiment une installation Linux, on a l'accès au shell directement de la machine host, donc de celle-là, et c'est sur cette machine qu'on va pouvoir paste as plain text, donc copier directement le bash qui est derrière, donc le bash qu'on a obtenu depuis le site en question. On fait simplement entrer à ce niveau-là, et là on arrive justement sur l'exécution. Donc la première alerte, donc on va avoir une succession d'écrans tels que celui-ci, va créer une nouvelle Home Assistant OS. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là on peut naviguer avec le clavier, donc la droite, gauche, et ensuite entrer pour valider. Donc là il est en train de faire. On peut utiliser les settings par défaut. Il n'y a aucun problème là-dessus, donc moi je vais faire yes. Sinon, on va passer sur les advanced. Dans les advanced, il vous proposera différentes options, notamment justement la configuration de la machine, donc les deux fameux 2 CPU, 4 Go, etc. Moi, dans mon cas, la configuration de base suffit largement pour ce qu'on va faire, donc on va dire yes. Alors, ici, c'est l'intérêt de cette option dont je vous parlais tout à l'heure, d'ajouter 2 disques. C'est qu'à ce moment-là, il nous demande où est-ce qu'on va mettre le disque de la machine en question. Donc là, on vous propose les 2 disques qui sont identifiés dans Proxmox. Donc celui-là étant, donc le premier étant le fameux disque NVMe, donc on voit déjà sur 256 Go, il m'en reste plus que 137. Donc parce que le système consomme, le système utilise pas mal de choses pour pouvoir faire de la mémoire dynamique des machines virtuelles, etc. Donc il faut laisser de l'espace. On va choisir justement le deuxième, qui est le fameux SSD 1 Tera. Donc pour valider l'option, on appuie sur la barre d'espace, et puis ensuite, on fait, hop, on a la petite tab sur le clavier, et on fait OK, on passe au suivant. Donc là, il installe justement la machine, et il est en train de déployer le système dessus. Donc là, il télécharge l'image, il télécharge le OHSVA, donc en gros, une base, c'est comme un template, pour pouvoir l'installer. Donc ça va prendre quelques instants.
Au passage, on a la visualisation de toutes les default settings qu'on a choisies. Donc la version de Home Assistant, donc la 14.1, le nom qui va être le numéro, parce qu'en fait dans Proxmox, les machines sont identifiées par des numéros. Donc là, il le prend en format, en ajoutant un numéro suivant. Donc là, on passe de 101 à 103, enfin 102 à 103. Il va choisir le format de la machine, il va choisir justement le hostname qui va être appliqué, le CPU modèle, etc., etc. Donc on voit les deux CPU ici, on voit les 4 Go de RAM, et puis la MAC adresse qui va être fournie par défaut, ensuite le VLAN, etc. Et là, c'est fini. Donc là, si on appuie sur Entrée, on a terminé, l'installation est terminée. Donc ça nous a pris vraiment quelques secondes. Donc une fois que c'est terminé, on trouve, comme expliqué ici, la machine qui se trouve fonctionnelle et active. Donc, si on va dans notre cas, donc on est bien d'accord qu'on a la 103, hein, on n'utilise pas celle que je vous ai montré tout à l'heure qui est en production pour moi, mais ça va être une version de démo qui est ici. Donc si je vais dessus, je vais sur console, là il est en train de démarrer en fait la machine. Voilà, il est en train de la démarrer complètement, donc démarrer tous les services. C'est quand même une base de Linux à la base, Home Assistant, donc c'est un Linux packagé. Et là, il va démarrer justement l'assistant CLI pour justement pouvoir répondre. Et à la fin, ça donnera exactement le même message que j'ai ici, donc qui est justement Waiting CLI, et j'aurai les informations. Donc laissons quelques instants pour qu'il se fasse. Hop, Home Assistant, Supervisor Startup. Donc là, il est en train de démarrer justement Home Assistant. Alors là, on a justement une machine qui est apparue, donc qui est apparue avec un nom, donc Home Assistant local. Home Assistant local étant le nom qui est donné à la machine elle-même sur le réseau. Et là, on trouve justement notre fameux Home Assistant. Et si je prends maintenant cette fois dans celui-là, donc 8123. Là, on arrive sur la mise en place de Home Assistant. Donc, cette partie est automatisée. Donc là, c'est rien à faire du tout. C'est le système qui le fait lui-même. Et là, on voit justement qu'il est en train d'installer tout le système en lui-même. Donc, faire les différentes configurations qui sont nécessaires à Home Assistant pour qu'il tourne de manière automatisée. Et on attendra justement le temps nécessaire, donc les fameuses 20 minutes ou moins, donc, ou plus, pour pouvoir avoir le système disponible et pouvoir faire la suite de la configuration. Aussi, un truc intéressant, c'est que quand vous aurez configuré Home Assistant dans votre réseau local, donc chez vous, de base, il sera accessible que depuis le réseau local, donc depuis chez vous. Ce sont donc depuis une machine qui sera connectée sur le réseau tel que votre téléphone. Et il existe une application donc sur les mobiles, donc une application Home Assistant qui est disponible, qui permet de pouvoir utiliser Home Assistant et de pouvoir visualiser les mêmes écrans mais redesignés pour un téléphone qui sont proposés ici. Donc là, j'ai plusieurs options parce que je suis en train de tester différentes solutions, mais permettant de pouvoir naviguer là-dessus et que ce soit vous ou que ce soit une tablette ou quoi que ce soit, en fait, du moment que vous pouvez installer Home Assistant, vous aurez la possibilité d'avoir la visualisation et de pouvoir justement utiliser ce genre de présentation sur votre téléphone, sur votre tablette ou n'importe quel appareil qui pourrait avoir l'installation de l'application publique. Elle existe sur iOS et sur mobile Apple ou sur mobile Android. Donc du coup, vous avez les tablettes et les téléphones qui sont supportés sans problème. Voilà, donc après quelques instants, on va dire, quelques minutes, c'était affiché comme nécessitant 20 minutes environ. Donc voilà l'écran que j'obtiens. Donc l'écran que j'obtiens permet de pouvoir lancer la suite qui est créer ma maison connectée. Donc on va commencer par ça. Et on va créer un utilisateur. Donc test. Phase. Hop. Mot de passe, donc ça c'est vous qui choisissez. Besoin de mettre quelque chose de très simple, très compliqué dans ce contexte-là, parce que la machine ne va pas rester, va être plus ou moins pour de la démonstration. Suivant. Donc, on peut activer ou pas les remontées d'informations. Donc là, vu que la machine ne va pas forcément être active tout le temps, on va faire suivant. Et puis là, on voit déjà qu'il a détecté, et c'est ça qui nous intéresse, il a détecté des composants déjà actifs sur le réseau. Alors déjà actif, forcément le Synology, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai un Synology actif à côté de la machine, donc du coup forcément il détecte le signal. Ensuite il détecte des DLNA Media Server, c'est simplement parce que j'ai une box TV, donc du coup logiquement il la trouve. Et surtout,
l'envoy. Donc là, en fait, il a déjà préconfiguré et à partir du système des intégrations built-in proposées par Home Assistant, donc qui sont intégrées dans la config et le support de base, là, on a déjà la plateforme Envoy qui est intégrée dans la version. Donc, on va voir comment l'activer. Donc, pour ça, déjà, on récupère la machine ici. On va juste changer rapidement son nom parce que moi, ça me plaît pas qu'il continue à s'appeler Home Assistant tout court. Donc, ça se fait dans Réseau. Et là, on voit son nom. Hop, et on va changer ça. Hop, ici, enregistrer. Le reste, on n'a pas besoin de le faire parce que moi, c'est une machine qui va être en dynamique, même si on pourrait fixer son IP. Moi, elle va être active et désactivée régulièrement, donc je ne vais pas la laisser tourner tout le temps. L'intérêt de cette option-là, c'est que le jour où, si vous éteignez la machine pendant plusieurs jours et que vous la redémarrez, l'IP, elle aura changé, elle aura peut-être changé chez vous. En revanche, le nom qui a été donné sur le réseau local, donc test Home Assistant, restera. Donc là, on a créé tout à l'heure test. Phrase, et ça. Voilà, donc là, on a créé notre compte, on a maintenant notre système, donc on va pouvoir aller justement dans la partie intégration. Donc pour ça, on va se retrouver ici, intégration, voilà. J'ai l'intégration qui est proposée. Alors elle a été pré-téléchargée, mais elle n'a pas été activée. Donc c'est là où on va devoir le faire. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est qu'il a trouvé votre box. Donc la box Envoy, et avec son IP qui lui est associé. Donc là, on va simplement devoir l'activer. Et pour ce faire, on clique sur Add, et vous allez voir, le système est d'une simplicité déconcertante. C'est-à-dire que dans la version, depuis la version 7, firmware version 7 et plus, donc bien sûr, c'est la 8, dans ce cas-là, vous l'aurez de la même façon. Ce n'est plus du tout le jeton, le token ou je ne sais quoi qui était nécessaire pour le passer, mais c'est simplement votre identifiant en phase. Donc votre identifiant justement sur votre application, c'est simplement cette option-là, avec le mot de passe qui lui va bien, voilà, et on fait Submit. Et là, il va simplement récupérer toutes les informations depuis la box. On est en train d'initialiser les appareils. Et regardez tout ce qu'il trouve. C'est qu'il retrouve un certain nombre de détecteurs, on appelle ça des sensors, donc des capteurs ou des devices, qui vont être présents. Donc là, on a déjà tout ce qui commence par Envoy. Tout ce qui commence par Envoy correspond au CT, c'est-à-dire les capteurs qui sont directement rattachés à l'Envoy, les mesures de puissance, mesures de consommation, etc. Et ensuite, on a inverters, avec le numéro identifiant, qui correspond simplement au micro-onduleur. Donc là, on les a tous référencés ici. On va pas aller sélectionner les areas qui correspondent à définir une pièce, en fait. Là, on est vraiment dans un autre contexte. Donc, on va faire simplement Finish. Et là, on voit qu'on a, dans notre intégration, on a 38 appareils qui sont détectés. Et ensuite, on a chacun des micro-onduleurs qui sont référencés. Donc, moi, dans mon cas, j'en ai quand même un sacré paquet. J'en ai 28 ou un peu plus. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller dans une autre vision. Donc, typiquement, on va créer une page. Alors, on va revenir ici. D'ailleurs, non, on n'a même pas besoin puisque c'est directement téléchargé, visualisé dans l'overview. Et dans l'overview, qu'est-ce qu'on a? On a justement les sensors. Donc, les sensors correspondent aux capteurs, c'est-à-dire aux différents micro-onduleurs. Et on a tout ce qui est rattaché justement à l'Envoy. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est l'appareil, c'est l'Envoy, c'est la référence de l'Envoy. Mais ensuite, on a tout ce qui est disponible ici en termes d'informations sur justement ce matériel Envoy. Donc c'est tout ce qui est lié à la passerelle. Donc consommation d'énergie ces derniers jours, consommation d'énergie du jour, consommation d'énergie totale, etc., etc. Donc on a déjà tout un tas d'informations qui nous est utile pour différentes choses. Et on a la batterie qui est visualisée ici, plus les capteurs qui sont visualisés. Donc les capteurs, c'est les micro-onduleurs qui sont visualisés là. Pour venir maintenant ajouter un groupe, on va simplement ici aller là. Donc, alors normalement c'est dans celui-là, helper, et puis ici on va créer un helper. Helper étant, alors dans la version française, puisqu'on va pouvoir revenir ici. Dans la version française, les présentations sont un peu différentes. Donc c'est ici entrée, donc les helpers c'est ça, et les helpers en fait ce sont les groupes qu'on peut faire. Donc ce sont les regroupements. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va chercher un regroupement simple. On va pas chercher un truc trop compliqué parce que moi je rappelle j'en ai 28, donc ça commence à faire beaucoup. Mais on va prendre un où j'ai deux micro-onduleurs. Donc ça doit être l'abri
plan 2. Donc il a bien 2 micro-onduleurs qui lui sont assignés, donc on va simplement faire la même chose. Donc pour pouvoir faire ça, je reviens ici. Donc on a dit qu'on allait faire un groupe de sensors, donc parce que c'est détecté comme étant des sensors, donc des capteurs, et on va me dire, bah tiens, celui-là, on va faire une somme déjà, parce que c'est pas une moyenne, c'est pas un calcul statistique, c'est simplement la somme des deux informations qui sont fournies. Jardin plan 2, et là c'est ce qu'on appelle les entities. Les entities, ce sont tout simplement ce qu'on va regrouper au sein de cet affichage-là. Donc pour ça, on va aller chercher les numéros de l'envoy. Donc on voit ici, si on fait la petite flèche, on a tout un tas de trucs qui sont proposés, donc bien sûr tous les appareils sont détectés. Je ne vais pas me casser la tête plus que ça, on va simplement reprendre les deux qui sont ici. Alors voilà, 9320. Hop, nous il va le trouver parce que de toute façon c'est le même appareil. Et on voit qu'il nous propose la deuxième entité. Et on peut en avoir autant qu'on veut. Moi j'en ai des lignes où j'ai 8 ou 9 panneaux qui sont affichés, quoi. Hop, on vient là, on affiche celui-là. Hop là. Donc on a bien les deux panneaux qui sont chargés. On ne va pas faire de cacher le membre, on va simplement demander la somme et on voit déjà qu'on est à 27 watts de production dynamique en ce moment. Et on fait submit. Donc on va simplement faire une page. Dashboard étant une des pages qui sont proposées, donc on en a de base qui sont intégrées, mais nous on va créer la nôtre. Add dashboard, on va faire un new dashboard from scratch, on n'a pas spécialement de default, etc. Et on ne va pas récupérer celle de l'overview. On va faire un new dashboard en phase avec Solar. J'aime bien ce petit icône là. Hop, admin only, non, on va le faire visualiser sur le côté. Donc on n'a pas besoin de le faire que pour les admins, dans le cas où on aurait plusieurs comptes qui seraient pour des comptes de reader. Donc on va le mettre affiché sur la gauche et on fait create. Si on fait maintenant une phase, donc là on tombe sur cette page vierge, on va pouvoir ajouter, donc par exemple ici, une nouvelle section qui va être history. Graph, hop. Et on a dit qu'on avait créé notre groupe. Donc notre groupe c'était abri jardin plan 2. Qu'est-ce qu'on doit aller visualiser? Donc on pourrait faire que 48 heures. Hop. On va faire un axe minimum, ça ne peut pas être moins de 0, donc le minimum ça va être 0. Le maximum ça va être, parce que c'est deux micro-onduleurs de 215, on va dire 500, mais il n'atteindra jamais 500 watts. Et puis c'est là qu'on choisit les entités. Donc là, pour l'instant, il met le soleil, donc le soleil, on s'en moque totalement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'abri jardin plan 2 qu'on vient de créer, et on va le mettre comme ça, save. Voilà. Avec une visualisation, on va peut-être changer le ratio, parce qu'il n'atteindra jamais cette valeur-là. Donc on va les mettre 200 pour le visualiser, et puis là on va mettre 24 heures. Hop. Voilà. Et on fait done. Donc ça, on voit ce petit point-là qui vient d'apparaître. Donc ça, c'est la dernière capture qui a été faite, et la capture sont faites régulièrement, c'est-à-dire toutes les 5 ou 10 minutes, pour récupérer la dernière valeur provenant du micro-onduleur. Donc ça, c'est une visualisation. On pourrait ensuite refaire, on va ajouter une nouvelle section, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on peut faire une version avec une image. Donc là, on imagine que l'image, la picture, on va ajouter l'image, show all file, hop, on va prendre celle qu'on vient de faire. Donc là, maintenant, j'ai bien mon image qui est ici. Donc ça, c'est une image qui a été uploadée justement sur ce fond. Donc c'est un fond, hein, simplement. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a de base un state badge. State badge, c'est quelque chose d'intéressant, mais on pourra avoir une première option, qui est de dire, je veux un label. Okay, le label, je veux qu'il soit visible avec un abri jardin. Okay. Et puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il est placé de base ici au milieu, donc à 50%. Donc moi, je vais le placer différemment. Je vais le mettre à partir de la gauche. Donc ça, c'est en style. À partir de la gauche, donc la gauche étant ici, je le veux à peu près ici. Donc je le veux à peu près à 60. Et je le veux à peu près, en partant du haut, à peu près à 10%. Hop. Sauf que c'est black sur black, donc ça se voit pas, mais il est ici en fait, il est déjà là. Donc si je veux décaler de... Allez, je vais mettre à
40, comme ça on le verra, ouais, 40, donc on est bien à ce niveau-là. Et ça peut être quelque chose de plus fin, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un éditeur de code, donc là on voit qu'on a le state badge c'est toujours celui-là, et celui-ci c'est celui qui est justement en dessous. Donc là ce qu'on a ici c'est la partie correspondant au positioning, enfin positionnement, et puis le deuxième étant quelle entité, donc quel capteur ou quelle information on veut montrer. Si je vais maintenant dans cette version-là, je vais vous montrer un peu ce que ça peut faire. Après, chacun fait comme il veut, mais ça peut être un truc intéressant. Hop là. C'est que ce qu'on voit ici, c'est qu'on a tous les capteurs qui sont là. Et pour faire ça, on peut simplement ajouter au-dessus des informations de design. Donc c'est du CSS simplement. Donc ce sont des codes CSS qui sont appliqués. Donc je vais faire un C, copie, et je vais revenir ici, et je vais juste au-dessus de l'entité. Hop, je mets en même niveau que le style. Donc là, on voit qu'on a justement une rotation qui a été appliquée, on a une bordure qui s'est mise, on a un background color donc qui est en blanc, et puis une couleur du texte qui est en orange. Donc on a justement ce positionnement. Et là maintenant, si je refais mon top, ma visualisation du top 10, ça me semble pas mal, mais on va le mettre même à 7%, et celui-là on va le mettre à 60, hop là, ou à 50, du coup, on se retrouve ici. Donc ça, c'est une option qui permet justement de pouvoir faire d'afficher l'information bloc par bloc. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, on pourrait reprendre l'idée du state badge et refaire le state badge, mais au lieu de l'avoir comme ça, mais de l'avoir en rond. Donc c'est ce que j'ai fait justement dans ce deuxième écran, ici. Et si je vais là, hop, on va faire afficher. C'est la même chose, hein. On a bien le style qui se fait, on a bien le capteur, et puis on donne bien l'affichage. Donc nous on a bien l'abri jardin 2, donc on va refaire simplement ça. Style, hop là. Celui-là on va le laisser comme ça. Non, on va simplement reprendre à la main, on va faire ça. À la place de celui-là, on va mettre là. Et là, on va mettre un title. Donc le title, je crois qu'il faut le mettre simplement ici, par exemple. Voilà, où l'action se bloque. Voilà. On va faire un label. Et là, du coup, on se retrouve bien avec justement cette visualisation. Si on fait save. Donc là, je ne l'ai pas repositionné parce que c'est la même formation que celle-là. Mais on a la possibilité d'avoir deux visualisations différentes. Donc une qui est en mode textuel. Donc là, je vous laisserai imaginer ce que vous pouvez faire sur chacun des petits panneaux. Et puis la deuxième qui sera un regroupement. Je rappelle, c'est une option. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez voir afficher, ce que vous voulez visualiser comme en termes d'information. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir faire des choses qui sont facilement compréhensibles, qui sont intuitives pour vous. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin en faisant accumuler pour retrouver la même information que partage l'application Envoy et de l'avoir justement dans cet écran, mais groupe par groupe. Par exemple, quelle est la production de chacun des groupes? Aujourd'hui, dans l'application Envoy, c'est quelle est la production quotidienne, mensuelle, etc. de chacun des panneaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les groupes, parce que les groupes sont à peu près placés de manière uniforme et sont intéressants ensemble, pas de manière unitaire. De manière unitaire, c'est déjà ce que j'ai avec ça, ici. Ici, j'ai exactement la même chose qui est partagée en phase, mais moi, en dynamique, c'est-à-dire à l'instant T, c'est-à-dire les dernières 5 minutes, voilà la production de ce panneau-là. On voit d'ailleurs que certains panneaux, comme je l'avais déjà dit, sont des panneaux qui produisent quasiment rien, donc c'est normal parce qu'ils produisent principalement en été quand le soleil est à pic. Quand il est rasant comme ça en ce moment, forcément ceux-là sont en l'ombre, donc ils produisent vraiment pas du tout, de manière pas du tout intéressante. Par contre, ceux qui sont exposés sud, on voit bien que la gamme des IQ7 qui sont ici et là sont des bons producteurs comparés à la gamme des M215 qui sont placés ici sur le même pan, sur le même exposition, mais simplement parce que les appareils sont pas de la même puissance, ne sont pas de la même, enfin pas aussi récents. Que là, c'est des appareils de 250 watts crête pour les panneaux avec des M215 qui vont à 215 max. Et ceux-là étant des 400, c'est que des 400 watts crête avec des IQ7 plus qui peuvent aller jusqu'à 250 ou 300 watts. Donc voilà.
je pense, enfin, on va s'arrêter là parce qu'en l'occurrence, ça me semble plutôt suffisant pour une première approche. Je vais très certainement continuer à travailler sur le sujet et puis je ferai sans doute d'autres vidéos sur ce point-là pour montrer justement les possibilités qu'on a là-dessus. Mais en tout cas, à travers ces premières choses, premières informations que je viens de vous montrer, je pense qu'il y a quand même de quoi faire de manière intéressante et pouvoir justement voir ces visualisations. Moi j'aime bien, c'est celle-là. Celle-ci, elle est vraiment idéale parce qu'on voit tous les pans qui sont regroupés, donc tous les regroupements que j'ai fait là, sont visualisés et on voit ceux qui montent, à quelle puissance, à quel moment ils montent, etc., etc. Et on a moi j'ai fait une visualisation sur 48 heures. Maintenant, on peut très bien imaginer d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire une visualisation sur plus longtemps que 48 heures et de voir une visualisation sur un moment donné. Donc, ça, c'est un choix. Moi, c'était plutôt ça qui m'intéressait et puis je voulais voir après un deuxième qui est la possibilité de voir pour chacun des plans justement si on avait des micro-onduleurs qui étaient un peu bancals, un ou deux micro-onduleurs qui étaient bancals ou si vraiment ils fonctionnaient tous de manière coordonnée. Donc là, on le voit très bien sur celui-là. Pareil pour celui-là, parce que la bribois, en fait, ils sont 4 donc dessus et ils se suivent. Vraiment, c'est quasiment mixé pour un seul point. Là, on a pareil, mais on voit qu'on en a un qui est un peu plus bas, ce qui est normal parce qu'il y en a un qui tourne avec un panneau qui n'est pas de la même puissance. Donc on a ici un panneau de 275 watts crête, alors que là, ce sont des panneaux de 350 watts crête. Donc justement, on voit que là, c'est le panneau qui est l'élément limitateur de la puissance, alors que quand une journée peu ensoleillée comme hier, en fait, les trois vont de concert, mais parce que simplement le panneau n'est pas à bloc. En fait, le micro-onduleur, lui, il tourne, mais le panneau n'étant pas à bloc, en fait, ils se suivent. Par contre, dès que le panneau peut aller à pleine puissance, on voit qu'on a l'effet limiteur du panneau par rapport à l'appareil. Là, toi, Terra CQ7, on en a quand même 6. On voit, c'est quasiment un seul axe. Pareil pour les M215 qui sont sur les mêmes panneaux et les mêmes appareils. Ils se suivent, mais ils sont mélangés. Donc voilà ce type d'information, ça vous permet simplement de détecter, par exemple, si vous avez un micro-onduleur qui est défectueux ou si vous avez un panneau qui ne répond plus, comme là c'est le cas ici, ce qui est normal parce que deux de ces panneaux qui sont affichés là sont des panneaux qui sont plus bas dans la pente et donc plus à l'ombre par rapport, ils ont un effet d'ombre qui lui aurait déporté, donc ce qui explique pourquoi on a ces panneaux qui sont eux pas ombrés, qui n'ont pas d'ombrage plutôt, alors que ceux-là ont de l'ombrage, donc on a un effet tout de suite sur la production et qui s'explique très bien. Donc, et à chaque fois, à chaque présentation, vous avez la possibilité de pouvoir comprendre pourquoi ces chiffres sont justement soit un peu étranges, soit tout à fait incohérents par rapport à la situation que vous avez. D'ailleurs, le entre-abri, le entre-abri ressemble beaucoup à l'abri-bois, ici. Donc on a des productions on monte à 10 watts, 10-15 watts max. Ici, on doit monter à 26 quand même. Donc ils sont un peu mieux, il est un peu mieux exposé. Mais parce qu'il est à la verticale, dans un sens inversé par rapport au soleil. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. Je vous souhaite une excellente journée.